Le 30 juillet 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Au bonheur des dames sous le titre Naturalisme, pas mort, texte intégral. Nous reverrons chroniquement les romans d'Émile Zola à l'écran, ou du moins les 8 à 10 titres qui ont connu les très grands tirages parmi les 21 volumes des Rougon-Macquart. Nous les avons tous vus muets. On nous les resserre sonores. On nous les resservira ensuite colorés ou en relief. Cela s'explique facilement. Zola possédait au plus haut point ce ton démocratique que le cinéma ambitionne souvent. Débroussaillez un peu la bête humaine, Nana, l'Assommoir. Vous avez vite fait d'y trouver un gros mélo, d'un romantisme redondant, avec des antithèses très soulignées. On s'étonne souvent, en relisant nos critiques du temps, du sort qu'ont fait des esprits fins et avertis à ces pesants bouquins. Le cinéma a été meilleur juge involontairement. Il a très exactement remis Zola à sa vraie place, celle d'un feuilletoniste, presque aussi ingénu que Dumas père, mais se prenant malheureusement au sérieux, gâté par ses ambitions sociales, qu'ils font tourner autour de quelques thèmes restreints et le privent de toute espèce de fantaisie. Mais malgré ce que nous en pouvons penser, Zola, avec son piment de sexualité sommaire, le surcroît de gloire que lui a valu son dreyfusisme dans la République démocratique, a été lu dans les moindres hameaux. Il représente, pour les 3/4 du peuple français, l'image accomplie du grand écrivain. La publicité de ses titres est faite d'avance. Il offre au cinéma une matière facile et tentante. Est-ce à dire que cette matière-là soit bonne ? Nous avons eu des Zola tournés par les meilleurs metteurs en scène français. Ces films, estimables, honnêtes, comptent parmi les moins originaux de leur production. Le plus intéressant de cette série, La bête humaine, sauvée par le sens plastique, la vitalité de Jean Renoir, par la vérité aussi de l'interprétation, s'enlise et devient monotone dès qu'il doit raconter la fatidique histoire de Cocu, et ne caractérise que très imparfaitement le talent de son auteur. On en dirait autant d'ailleurs de la Bovary, du même Jean Renoir, si ennuyeuse. Qu'il s'agisse de porter à l'écran Balzac, Flaubert, Émilie Brontë, Dickens, Dostoïevski, ou, dans un ordre très inférieur, Émile Zola, la masse touffue de l'œuvre littéraire encombre l'auteur de cinéma, l'entrave dans son propre travail de création. D'inventeur, il tombe au rang d'illustrateur. Il se trouve en face de caractères, de situations que l'écrivain a développées et expliquées, justifiées à loisir. Pour les retracer, l'auteur de cinéma ne dispose que de très brèves séquences, à moins de s'écarter délibérément de son modèle, ce qui est presque impossible. Il ne pourra nous en donner qu'une image tronquée, fausse. Ce qui était vrai dans le déroulement analytique d'un roman devient arbitraire, contre nature, dans la synthèse de l'écran. On a vu surgir, depuis une quinzaine d'années, dans toutes les langues, assez peu à vrai dire dans la nôtre, des livres qui ont fortement subi l'empreinte du cinéma, qui s'inspirent de son style, de sa démarche. Leur découpage en devient beaucoup plus aisé, mais on pourrait presque ériger en principe que tout livre antérieur à l'autre guerre, hormis les purs romans d'action, Le Capitaine Fracasse, Monte Cristo, est pour le cinéma un médiocre inspirateur. En le traduisant, le cinéma s'engage sur un terrain qui n'est pas le sien, où il ne peut plus user de ses meilleures armes. Il nous impose une comparaison qui est fatalement à son désavantage, et d'autant plus désobligeante que la qualité littéraire du livre est plus grande. Reconnaissons qu'avec la psychologie élémentaire de Zola, ce dernier risque est moindre.
Mais tout ce qui subsiste de balsacien dans la facture de Zola oppose autant d'obstacles au tamis de l'écran. Monsieur André Cayatte ne s'est évidemment pas livré à toutes ces réflexions en s'attelant au nouveau film de la Continentale, Au bonheur des dames. Encore qu'aucune des histoires de Zola ne compte parmi les grandes émotions cinématographiques du public populaire, leur réputation commerciale n'en demeure pas moins solide. C'est l'article de vente courante et assurée. Monsieur André Cayatte s'est chargé de les manufacturer dans les règles. Il y a réussi. Nous n'avons point à lui en demander davantage. On connaît le sujet du bonheur des dames. C'est la naissance et la croissance d'un grand magasin de nouveautés, fondé par un ancien calicot hardi et entreprenant, Octave Mouret. L'énorme maison anéantit autour d'elle le petit commerce, personnifié entre autres par un vieux drapier têtu, le père Baudu, qui s'acharne dans une lutte inégale et y sera brisé. Drame neuf pour le XIXe siècle, qu'il est moins pour nous, mais demeure actuel. Octave Mouret écrase ses concurrents sans pitié, mais il a remarqué la nièce de Baudu, Denise, une petite provinciale débarquée depuis peu à Paris, dont la fraîcheur sans après le séduit. Il l'engage comme vendeuse au bonheur des dames. Son intelligence, son assiduité achèvent de lui gagner le cœur du patron. Il la prendrait volontiers comme maîtresse. Mais Denise se rebiffe. Par son honnêteté, sa franchise, elle s'attache beaucoup mieux Mouret que la plus savante et coquette calculatrice. Il l'épousera et elle lui apprendra à humaniser ses méthodes. Cet épisode amoureux tient beaucoup plus de place sur l'écran que dans le roman, comme il arrive toujours en pareil cas. Monsieur André Cayatte n'a point cherché à nous voiler les effets, les coups de théâtre très voyants de Zola. Il renchérit même, coup à très gros fil. Mais son confectionnage ne manque pas d'adresse. Parmi les interprètes, il y a le bon Albert Préjean, qui est un Mouret très vivant. Blanchette Brunois, dont les progrès sont constants. Jean Tissier, Suzy Prime, Suzette Maïs, dans des compositions qui leur conviennent bien. Michel Simon, nanti d'une barbe hugolesque, incarne le père Baudu. Cet admirable comédien aura sans doute besoin d'oublier un peu les Tosca tournés à Rome. Mais il n'en demeurerait pas moins le seul comédien capable de rendre plausible ce rôle. Que n'allais-je pas? Il s'en faut de tout. Le dialogue de M. Michel Durand. Le public est enchanté de revoir Michel Simon. Il est enchanté de tout, et il rit avec une inépuisable complaisance du mot « drôle », on remarquera que j'emploie le singulier, de M. Michel Durand, qui fait répéter à M. Tissier une trentaine de fois « premier et dernier avertissement ». Notons que la fin de Au bonheur des dames est assez prodigieuse. Le film, jusque-là, a été plutôt sévère pour le capitalisme. Michel Simon y va même d'une harangue farouchement prophétique. Mais comme le cinéma n'est point accoutumé à prendre aussi nettement parti, on termine sur un speech d'Octave Mouret, converti en 3 coups de cuillère à peau au meilleur socialisme. Je crains que cette réconciliation du patron et du salarié soit peu convaincante pour la majorité des spectateurs. Outre l'histoire, il y a, dans Au bonheur des dames, l'étude d'un milieu, qui reste dans le livre la partie la plus intéressante. Elle mérite de tenter un metteur en scène de cinéma. Monsieur André Cayatte, en la traitant, demeure assez conventionnel. On pourrait pousser beaucoup plus loin la peinture, mais l'intrigue est encombrante. Alors, pourquoi ne pas la jeter par-dessus bord, la remplacer par un scénario plus souple? Ce ne sera plus Au bonheur des dames. Il faudra changer le titre. Je n'y verrai pour ma part aucun inconvénient. Le cinéma prendrait dans la littérature des suggestions, des idées, et les accommoderait à son gré. Ne serait-ce pas parfait? On y viendra peut-être.